L'univers observable occupe une superficie d'environ 90 milliards d'années-lumière. On peut supposer que la partie de l'univers que nous ne pouvons pas observer est bien plus vaste. L'espace est si vaste que l'esprit humain est tout simplement incapable de le concevoir, du moins pour l'instant. Cependant, selon certaines théories, il se pourrait que l'espace soit bien plus petit qu'il n'y paraît. Comment cela peut-il être possible ? Bienvenue sur la chaîne Hubble. Aujourd'hui, nous allons essayer de vous guider sur le pont qui relie le macrocosme et le microcosme. Selon les données actuelles, la partie de l'univers qui reste pour l'instant inobservable pourrait avoir un diamètre d'environ 20 000 milliards d'années-lumière. Imaginez seulement, d'après les données dont nous disposons, on peut supposer que la majeure partie de l'espace cosmique doit être vide. Parce que la quantité de matière dans notre partie de l'univers, qui a été étudiée, est relativement faible. En regardant dans l'espace, nous voyons d'immenses étendues glacées et vides. Mais que se passerait-il si l'univers tenait dans un seul atome? Cela semble absurde. Ne soyez pas trop sceptiques tout de suite. Cette théorie, proche de la science-fiction philosophique, n'est peut-être pas si incroyable. Mais pour commencer, rappelez-vous ce que vous savez de la matière. Toute matière est composée de particules minuscules, les atomes. Ces petites particules constituent la base sur laquelle repose l'univers tel que nous le connaissons. Les atomes sont si petits que même avec les dispositifs optiques les plus puissants, nous ne pouvons réellement les voir. Fait intéressant, en réalité, nous ne pouvons même pas savoir avec certitude à quoi ressemble exactement un atome. Nous ne pouvons que le supposer en nous basant sur des théories scientifiques. Bien que nous ne puissions pas voir les atomes de nos propres yeux, il est également prouvé que les atomes eux-mêmes sont constitués de particules subatomiques encore plus petites, telles que les neutrons, les protons, les électrons et les quarks. De nos jours, il est déjà bien établi que les atomes sont si nombreux et si petits que le corps d'un adulte moyen est composé d'environ 7 octillions d'atomes. Rappelons que ce chiffre peut être représenté par un 7 suivi de 27 zéros. Imaginez seulement ce nombre. Mais l'atome, à son tour, possède aussi sa propre structure et une organisation complexe. C'est précisément cette structure qui permet de réfléchir à l'incroyable théorie du micro-univers. À quoi ressemble donc un atome, pour ainsi dire, de l'intérieur? Vous vous souvenez sûrement de vos cours de chimie à l'école. L'atome est composé d'un noyau formé de protons et de neutrons et d'électrons qui gravitent autour de lui. Ce modèle, proposé par Ernest Rutherford en 1911, a été appelé le modèle planétaire de l'atome. En effet, l'analogie s'impose d'elle-même, car le mouvement des électrons autour du noyau ressemble beaucoup à celui des planètes autour du Soleil. De plus, ce modèle n'a jamais été réfuté et il est même confirmé par des recherches modernes. Le mouvement des électrons doit être décrit par la mécanique quantique, pas par la mécanique classique. En somme, la plus petite particule à la base de la matière a une structure semblable à celle du système solaire. Est-ce que cela peut être une simple coïncidence due aux lois de la physique, ou bien cette ressemblance cache-t-elle quelque chose de plus, quelque chose de bien plus fantastique? Revenons à cette question plus tard, mais pour l'instant, essayez de répondre à la question suivante. Combien d'électrons y a-t-il dans notre univers? Cela semble absurde, n'est-ce pas? Un tel nombre ne pourrait être traité même par l'ordinateur le plus puissant, sans parler du cerveau humain. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'il n'y a qu'un seul électron? C'est précisément une telle hypothèse, appelée la théorie de l'univers à un seul électron, qu'a avancé le physicien américain Richard Feynman, et elle semble tout droit sortie de la science-fiction. Selon cette théorie, il n'existe dans le monde qu'un seul électron, qui se déplace dans l'espace et dans le temps si rapidement qu'il nous semble qu'il y en a une multitude. Une seule particule donne forme à tout ce que nous considérons comme l'univers entier. Qu'en pensez-vous? Bien sûr, cette théorie n'a pas trouvé beaucoup d'adeptes, mais le plus amusant, c'est qu'en raison du principe d'identité des électrons, de l'impossibilité de distinguer expérimentalement un électron d'un autre, il est impossible de la réfuter. Voilà le paradoxe. Mais revenons à la structure de l'atome et aux théories incroyables qu'elle engendre. Essayons de répondre à la question, qu'est-ce que la taille d'un objet ? Bien que ce mot ait un sens courant et familier, en réalité, la notion de taille est assez mystérieuse et relative. Par exemple, le monde qui nous entoure est adapté à notre taille, car c'est nous qui l'avons construit.
Mais avec la nature, rien n'est simple. Les montagnes semblent immenses, les planètes si gigantesques qu'on ne peut l'imaginer. Quant aux fourmis, ainsi que toutes les formes de vie microscopiques, elles vont des simplement petites aux microscopiques. Mais les fourmis se considèrent-elles comme petites ? Comprennent-elles qu'elles vivent dans un monde de géants ? C'est peu probable. Leur monde leur est aussi familier que le nôtre l'est pour nous. Face aux objets cosmiques, nous sommes bien moins que microscopiques. Nos tailles sont encore plus infimes. Cette pensée donne la chair de poule. Et ce n'est pas surprenant. Ce n'est pas pour rien que le grand maître de l'horreur et de la science-fiction, Говард Phillips Lovecraft, promouvait dans ses œuvres l'idée de l'insignifiance de l'humanité face à l'immensité du cosmos. Et c'est ici que nous arrivons à la question principale de notre vidéo. Et si notre univers pouvait tenir sur la pointe d'une aiguille ? Et si le système solaire n'était qu'un atome, l'un des myriades d'atomes similaires faisant partie d'une autre matière ? En partant de cette hypothèse, il est logique de supposer que dans les atomes et les particules qui composent notre existence, des mondes entiers pourraient également être enfermés. Il s'avère, comme l'a dit un sage, que l'infini n'est vraiment pas une limite. Il semble bien que oui. Notre réalité peut en effet exister à un niveau subatomique d'une toute autre réalité. De la même manière, des mondes entiers peuvent exister à notre propre niveau subatomique. Et ainsi de suite à l'infini en direction de l'infiniment petit comme de l'infiniment grand. Cela paraît incroyable, mais explorer l'incroyable, c'est notre métier. Le plus intéressant, c'est qu'en observant l'univers que nous connaissons et en étudiant les lois qui y fonctionnent, nous arrivons facilement à la même conclusion. Tout commence avec les plus petites particules comme l'atome et se termine avec d'immenses corps célestes et des amas d'étoiles entiers. Tout, de votre déjeuner d'aujourd'hui jusqu'à une exoplanète récemment découverte, est composé du même matériau de base. Le rêve du monde scientifique est de trouver la théorie du tout. La question de la relation entre le microcosme et le macrocosme est l'un des éléments les plus importants dans le développement de cette théorie. En conciliant mécanique quantique et physique classique, de jeunes scientifiques pourraient comprendre la vraie nature de l'univers, voir ce qui est au-delà. Après tout, même selon l'une des versions les plus populaires de la naissance de notre univers, il a commencé comme une singularité infiniment dense et pourtant minuscule. Ensuite, à partir de ce petit point, il s'est étendu jusqu'aux limites connues. C'est ce qu'on appelle la théorie du Big Bang, d'un tout petit point à quelque chose de bien plus grand. Vous aussi, vous trouvez que cela correspond tout à fait à ce que nous avons raconté aujourd'hui sur le micro et le macrocosme ? Oui, mais il y a une remarque importante. Un point n'est pas égal à un atome. La singularité qui a donné naissance au Big Bang, malgré sa petite taille, contenait tout le nécessaire pour construire tout l'univers. Et on ne peut tout de même pas appeler cela une origine à partir d'un seul atome. Il existe aussi ce qu'on appelle la théorie des cordes, un excellent candidat en tant que théorie du tout. L'idée générale de cette théorie incroyablement complexe, qui possède de nombreuses interprétations, est que l'atome n'est pas cet objet sphérique dont nous nous souvenons de la forme et de l'apparence depuis l'école, mais plutôt des cordes ou quelque chose qui leur ressemble beaucoup. Les relations entre ces cordes vibrantes englobent presque tout ce que la science connaît, les lois de la physique classique, y compris la gravité ainsi que la mécanique quantique. Mais la théorie des cordes a aussi ses faiblesses. En expliquant beaucoup de choses, elle commence à trébucher, par exemple avec la matière noire, où la théorie des cordes commence à faiblir. Il ne faut pas être pessimiste. Les scientifiques travaillent depuis longtemps à intégrer la théorie de la matière noire à la théorie des cordes. À la fin de l'année 2018, des scientifiques suédois ont publié une nouvelle version de la théorie des cordes, selon laquelle notre univers existe à la frontière d'une bulle en expansion constante. Cette version rejette les 4 dimensions auxquelles nous sommes habitués, 3 spatiales et une temporelle, et propose de considérer tout notre univers comme de simples oscillations à la surface de cette bulle. Ce qui se passe à l'intérieur de la bulle ou à distance de celle-ci reste un mystère. Que pensez-vous de ces perspectives ? Nous ne sommes qu'une petite civilisation, un point dans un petit fragment de réalité situé à la surface d'une bulle, qui elle-même pourrait faire partie de quelque chose de bien plus vaste.
Peut-être que tout notre monde n'est qu'un proton ou un quark, juste une minuscule particule de la réalité. Pourquoi ne le ressentons-nous pas du tout ? Un atome qui fait partie de vos lunettes de soleil ressent-il qu'il n'est qu'un atome composant le plastique ? Mais est-il vraiment si important d'obtenir une réponse claire à cette question ? Après tout, nous devrions simplement être reconnaissants que notre immense maison commune appelée l'univers soit remplie de mystères aussi étonnants. L'univers est un endroit incroyable, rempli de phénomènes inexplicables et d'événements épiques. Les plus impressionnants d'entre eux sont les sursauts gamma. Ils s'accompagnent de rejets d'énergie monstrueux, résultant de puissantes explosions. Heureusement, de tels phénomènes sont observés dans des galaxies extrêmement éloignées de la Terre. Si la situation était différente, le système solaire et l'humanité avec lui auraient peu de chances de survivre. Que sont exactement les sursauts gamma et quel type existe-t-il ? En règle générale, les sursauts de gamma sont classés en courts et longs, durant de la milliseconde à 1 heure ou plus. Ce phénomène mortel et impressionnant apparaît comme un faisceau étroit, se déplaçant à grande vitesse dans des directions opposées, proches de celles de la lumière. Il apparaît au moment de l'explosion d'une supernova et marque l'instant magique de la naissance d'une étoile à neutrons ou d'un trou noir. Ce n'était pas le seul scénario. Parfois, les sursauts gamma se produisent aussi lors de la fusion d'astres à neutrons. Mais ce que l'observatoire spatial Swift a enregistré dépasse les explications classiques et fait même un peu peur. Aujourd'hui, nous allons parler de l'énorme anneau sursaut gamma composé de 9 sursauts gamma et qui est l'une des plus grandes structures connues de l'univers. Le sursaut gamma a été évoqué comme phénomène pour la première fois le 2 juillet 1967. En fait, les satellites espions américains du système Vela ont détecté une étrange explosion dont la source ne pouvait être ni un phénomène atmosphérique ou cosmique, ni, a fortiori, un essai nucléaire. Une telle découverte a été une totale surprise. C'est pourquoi des centaines de modèles probabilistes ont été proposés pour expliquer l'origine des sursauts gamma, et plus de 5000 articles scientifiques ont été publiés sur ce sujet. Au fait, comment peut-on détecter un sursaut gamma en général ? Grâce à une méthode appelée spectroscopie, le spectre électromagnétique couvre les ondes électromagnétiques de différentes fréquences. Dans cette vidéo, nous nous intéressons aux plus énergétiques, celles qui relèvent du rayonnement ionisant dans lesquelles les rayons gamma peuvent être détectés. Après la détection du premier sursaut gamma, enregistré sous le numéro sursaut gamma 670702, de nombreuses autres découvertes de ce type ont été faites. Il s'agissait de sursauts courts, longs, proches, lointains et d'autres preuves des conséquences d'explosions monstrueuses dans l'espace profond. Au début, les scientifiques étaient perplexes quant à ce qui pouvait provoquer des émissions aussi intenses. Une autre question se posait, quelle était l'origine de ces émissions ? La première théorie avancée suggérait qu'il s'agissait d'échos d'événements se produisant non pas n'importe où, mais directement dans notre propre galaxie. Mais lorsque l'étude des sursauts gamma a atteint un nouveau niveau, il est devenu clair que ces phénomènes étaient répartis dans tout l'univers et se trouvaient généralement bien au-delà des frontières de la Voie lactée. Pendant ce temps, la liste des sursauts gamma continuait de s'allonger. Mais ce que le groupe d'astronomes hongrois et américains a découvert en juillet 2015 a bouleversé la communauté scientifique. La découverte a été précédée par ceci. À différentes périodes, des données provenant de plusieurs observatoires du monde entier ont été systématisées et sur la base de ces informations, des conclusions ont été tirées concernant la découverte d'une certaine structure située à une distance incroyablement lointaine de nous. Qu'est-ce que les scientifiques ont découvert ? Un gigantesque anneau de sursaut gamma, s'étendant sur 5,6 milliards d'années-lumière, est considéré comme le plus grand objet de l'univers, figurant parmi les plus grands après le grand mur de Hercule, couronne boréale. L'éloignement de cette structure mystérieuse par rapport à la Terre est également impressionnant, plus de 9 milliards d'années-lumière. Visuellement, si on l'observait depuis la surface de la planète, l'anneau formé par 9 sursauts gamma serait 70 fois plus grand que le diamètre de la pleine lune dans le ciel. Il est remarquable que toutes les éruptions ponctuelles soient à la même distance de la Terre.
La question se pose, quelle est cette structure gigantesque et quelle est son origine? Selon certaines hypothèses, la sphère titanesque serait une sorte de projection des explosions qui se sont produites simultanément. Plus précisément, elles ont explosé successivement dans un laps de temps relativement court d'environ 250 millions d'années. Les scientifiques reconnaissent que ce phénomène est extrêmement rare et que la probabilité qu'une telle structure ait pu se former est d'1 sur 20 000. Et pourtant, qu'est-ce que c'est? L'une des hypothèses avance que nous avons affaire à un gigantesque superamas de galaxies entourant un énorme amas de matière noire. Mais les hypothèses les plus audacieuses sont les suivantes. Certains astronomes qui observent cet objet essaient mentalement d'agrandir encore plus la structure découverte, déjà loin d'être petite. Les adeptes de cette théorie affirment que nous n'observons que le disque interne. Le disque externe, quant à lui, atteindrait un diamètre de 10 à 12 milliards d'années-lumière. Si cela est vrai, elle peut alors prétendre sans hésiter au titre de la plus grande structure cosmique. Mais la théorie cosmologique affirme que de tels conglomérats sont impossibles en raison de l'isotropie de l'univers, qui ne permet pas de fluctuations aléatoires. En fait, cela signifie également que l'existence de gigantesques murs galactiques découverts par les astronomes ces dernières années n'est pas réaliste. Quelle conclusion peut-on en tirer ? Soit la théorie cosmologique interprète mal certains aspects de la réalité de l'univers, soit la superstructure, si précisément délimitée par 9 sursauts gamma, n'existe que dans l'imagination des astrophysiciens. À quel point de telles impulsions peuvent-elles être dangereuses ? Pour se faire une idée, même approximative, de l'ampleur des émissions d'énergie produites par les sursauts gamma, il faut les comparer à quelque chose de familier, comme le Soleil. Si l'on suppose que notre astre explose un jour comme une bombe thermonucléaire, l'énergie qui serait alors libérée équivaudrait à une seule impulsion gamma, et encore, pas à la plus puissante. Une telle explosion à une distance de 10 années-lumière de la Terre serait fatale pour nous. Imaginez seulement, en quelques secondes, une quantité d'énergie si terrifiante serait libérée qu'on pourrait la comparer à l'explosion d'une bombe atomique sur chaque hectare du ciel. Et je vous assure, l'atmosphère de la Terre ne nous aiderait pas. Toute forme de vie sur la planète serait anéantie en un instant. Même si l'explosion se produisait à une distance 100 fois supérieure à celle indiquée, les conséquences pour la Terre et ses habitants seraient tout de même très graves. Ainsi, chaque sursaut gamma peut anéantir toute vie sur des milliers d'années-lumière. Heureusement, ce phénomène est relativement rare, mais si l'on considère l'extinction des dinosaures, qui pourrait avoir été causée par l'un de ces événements, il est possible que la biosphère terrestre subisse des dommages importants au moins une fois tous les quelques centaines de millions d'années. D'ailleurs, certains sursauts gamma peuvent être observés à l'œil nu, même s'ils se trouvent à des milliards d'années-lumière du système solaire. Revenons à la structure circulaire non identifiée découverte au fond de l'espace. Les scientifiques se demandent ce qui a bien pu engendrer une formation aussi titanesque. À travers le temps, trous noirs, comètes, étoiles géantes et branes cosmiques ont été vus comme responsables possibles des sursauts gamma. Mais maintenant, les astronomes semblent avoir fait leur choix et ont réduit le cercle des suspects aux étoiles à neutrons et aux supernovas. À l'heure actuelle, il est malheureusement impossible de déterminer avec certitude la réalité de la présence d'un conglomérat aussi immense dans la zone observable, c'est pourquoi les suppositions des astronomes ressemblent davantage à de la lecture de marques de café. Le monde garde espoir. Il est possible que de nouvelles observatoires, plus avancés, apparaissent bientôt et parviennent à regarder encore plus loin dans l'obscurité cosmique afin de découvrir et de mettre au jour tous les squelettes de cette armoire universelle. L'homme est le sommet de l'évolution, l'espèce la plus intellectuellement développée vivant sur Terre. La connaissance est un besoin fondamental de l'Homo sapiens. Grâce à une curiosité insatiable, l'homme a rendu la vie plus confortable, a soumis d'autres espèces et a hardiment visé les vastes étendues cosmiques. Et même si la voiture n'est plus le summum du rêve et que l'ordinateur, autrefois réservé à la science-fiction des bibliothèques, est entré dans chaque foyer, il reste encore des domaines où nous sommes de véritables enfants. L'un de ces domaines est la téléportation d'objets à distance.
C'est l'un des sujets favoris des auteurs de science-fiction qui, comme on le sait, sont toujours en avance sur leur temps et inspirent les scientifiques et les inventeurs. Alfred Bester, Tal Klein, Stephen King ont écrit sur la téléportation, mais si dans les œuvres de science-fiction la téléportation est décrite en long et en large, dans le monde réel, tout est loin d'être aussi idyllique. La recherche dans ce domaine dure depuis longtemps, mais les résultats significatifs restent rares. Les intrigues des romans de science-fiction peuvent-elles devenir réalité, ou la téléportation restera-t-elle à jamais sur leur page? Ce moyen de déplacement, aussi pratique que risqué, que peut-il représenter pour l'humanité un bond en avant progressiste ou une malédiction? Essayons d'y voir plus clair. Téléportation. Ce terme vient du latin et se compose des mots « porter » et « loin ». Pour décrire le processus en termes simples, il s'agit du déplacement instantané d'un objet vers n'importe quel point de l'univers. Le terme a été introduit en 1931 par l'écrivain et chercheur américain Charles Fort. Il convient de noter que le concept implique plusieurs types de téléportation, y compris la plus populaire au XXIe siècle, la téléportation quantique. La téléportation quantique a été sérieusement discutée dès 1993 après la publication d'un article la décrivant. Bien entendu, il n'était pas question de déplacer instantanément une personne d'un point à un autre. Nous en sommes encore très loin. Les expériences étaient de mener exclusivement avec des particules élémentaires, et malgré l'apparence de magie, cela n'a rien à voir avec la sorcellerie. Pour comprendre l'essence du processus, il faut accepter comme axiome le fait que tous les objets sont un ensemble d'algorithmes informationnels. L'homme ne fait pas exception. C'est pourquoi la téléportation signifie avant tout le transfert d'informations d'un endroit à un autre. Dans le cas des photons, cela se présente à peu près ainsi. L'expéditeur possède une particule dans un certain état quantique qu'il souhaite transmettre au destinataire à l'aide d'une description précise. À ce stade, l'accent est mis précisément sur la précision et non sur la rapidité. Mais s'il existe une base théorique, cela signifie-t-il que la téléportation a bientôt des chances de devenir une réalité pour nous? Charles Bennett a été le premier à prouver mathématiquement que cela était possible. À l'époque, personne ne pensait appliquer ces calculs en pratique. D'autres phénomènes inexpliqués ont également été découverts indirectement, comme les trous noirs, dont l'existence n'a toujours pas été prouvée expérimentalement à ce jour. Ce qui s'est passé par la suite était très différent des scénarios des films hollywoodiens où un certain Arnold Schwarzenegger était transporté avec audace sur la planète Mars grâce à la téléportation. Les expériences continuent, mais jusqu'à présent, seul le transfert d'informations sur l'état quantique et non de l'objet matériel a été possible. Et c'est déjà une grande avancée scientifique, car théoriquement, un manuel d'information suffit pour reconstituer avec succès l'objet d'origine à un nouvel endroit. D'ailleurs, le processus de téléportation nous est familier dans la vie quotidienne, car on peut le comparer à un fax. L'expéditeur n'envoie pas le document lui-même, mais l'information électronique à son sujet. Le destinataire reçoit alors une copie exacte du document requis. Pourtant, la différence entre un fax et la téléportation reste notable. Dans le second cas, l'objet d'origine est complètement détruit, puis il renaît dans un endroit totalement différent. Qu'est-ce que le monde quantique et est-il différent de celui auquel nous sommes habitués? Oui, et de façon très marquée. Un exemple frappant est celui des particules en superposition. Jugez-en par vous-même. Dans la réalité, une personne ne peut pas être vivante et morte en même temps. La réalité oblige un objet à choisir un seul état, mais la réalité quantique n'est pas ainsi. Les particules, dans ce monde, tout comme le chat de Schrödinger, peuvent être dans les deux états à la fois tant qu'elles ne sont pas observées. En d'autres termes, il se produit une sorte de superposition des états. C'est précisément cela le paradoxe de Schrödinger. Le chat est assis dans une boîte fermée, dans laquelle, théoriquement, un dispositif peut à tout moment libérer un gaz toxique. Tant que la boîte n'est pas ouverte, il est impossible de prédire l'état du matou. Le piège à gaz peut se déclencher de façon aléatoire, et la probabilité de ce résultat est exactement de 50%. Ainsi, pour l'observateur, le chat dans la boîte est à la fois vivant et mort en même temps. C'est assez difficile à comprendre, et ce n'est pas surprenant.
Pendant plusieurs décennies, les plus grands esprits du monde n'ont pas réussi à assimiler complètement cette information qui fait exploser le cerveau. Mais c'est le fonctionnement de la physique quantique et il faudra longtemps aux meilleurs esprits pour en percer tous les mystères. Comment la téléportation quantique peut-elle fonctionner? Pour qu'elle fonctionne pleinement, il faut remplir une condition, l'intrication de deux particules élémentaires. Ce lien inexplicable permet aux particules de connaître l'état l'une de l'autre, même à d'énormes distances. Lorsqu'on discute de cette question étonnante, on cite souvent une phrase célèbre d'Einstein « Dieu ne joue pas aux dés ». Quel est le rapport avec les dés? Ils ont un rapport direct avec le sujet du débat scientifique, car en recourant à des analogies, il est plus facile de comprendre l'essence du phénomène d'intrication. Imaginez que vous avez deux dés qui, ensemble, donnent le chiffre 6. Si vous lancez l'un d'eux et qu'il affiche un 2, alors le joueur saura exactement quelle est la valeur du deuxième dé, même sans le voir. La situation est similaire avec les particules quantiques intriquées. Pourquoi l'univers complique-t-il autant les choses? Que voulez-vous? Personne ne nous a jamais promis la facilité de l'existence. Ce phénomène est difficile à comprendre, mais cela ne veut pas dire que le principe mentionné ne peut pas être utilisé en pratique. Les expériences dans ce domaine ont commencé il y a des décennies. Leur initiateur fut le professeur de l'Université de Vienne, Anton Zeilinger. L'expérience a débuté aux îles Canaries. Dans un laboratoire sur l'île de La Palma, une paire de photons a été créée. L'un d'eux a ensuite été envoyé vers la voisine Tenerife, située à 150 km. La particule voyageait littéralement à dos d'un rayon laser. Ensuite, une troisième particule, candidate à la téléportation, a rejoint les photons en superposition. Après cela, le photon C interagit avec la particule A qui se trouve sur l'île de La Palma. Et le tour est joué. Les scientifiques découvrent l'état du photon intriqué B depuis Tenerife. Ensuite, il ne reste plus qu'à appliquer la technique. B se transforme en une copie exacte de C, c'est-à-dire que la téléportation a eu lieu. En résumé, l'information de l'original a été transférée ailleurs, où l'on peut, avec le savoir-faire, reconstituer un échantillon identique. Mais comment tout cela peut-il aider à répondre à la question principale? La téléportation humaine est-elle possible? Pourrons-nous voyager sans avoir recours aux vaisseaux spatiaux et autres dispositifs? Théoriquement, oui, mais en pratique, ce n'est pas si simple. Qu'est-ce qui est nécessaire pour réaliser ce processus? Tout d'abord, des cabines de téléportation situées à différents endroits, ainsi qu'une paire intriquée, chacune se trouvant séparément dans ces cabines. Dans la troisième cabine, il doit y avoir l'objet à déplacer, ou, si vous préférez, à cloner. L'ordinateur compare son état avec celui des particules intriquées et envoie l'information au point de téléportation, où une copie de l'objet est créée. Bien sûr, tout ne se passe bien que sur le papier. Réfléchissez-y. Si l'ordinateur scanne mal l'information, au lieu de vous, une mouche des fruits, une scolopendre ou une simple pomme de terre pourrait apparaître dans la cabine de téléportation quelque part sur Vénus. Et il n'y a tout simplement aucune chance de revenir à votre état initial car le matériau d'origine a été détruit. Vous allez dire, un ordinateur peut-il vraiment se tromper? Qui sait? Notre corps contient environ 7 octillions d'atomes, soit plus que d'étoiles dans l'univers observable. Si l'on ajoute à ce chiffre les connexions neuronales, en les reliant dans le bon ordre, il devient évident qu'à l'heure actuelle, avec le niveau de développement technologique, cela relève purement et simplement de la fantasmagorie. Mais si, dans un avenir proche, des superordinateurs capables de traiter d'énormes volumes d'informations voient le jour, il n'est pas exclu que l'humanité fasse un nouveau bond en avant. Nous observons activement les exoplanètes avec des télescopes en nous demandant s'il existe de la vie sur ces corps célestes. Et avec le développement de la téléportation quantique, le problème disparaîtra automatiquement. Les gens pourront non seulement étudier les planètes en personne, mais aussi organiser des voyages touristiques vers celles-ci. La téléportation peut-elle rapprocher l'humanité d'une civilisation de premier niveau? Oui, mais il y a un inconvénient désagréable. Même si tout se passe comme prévu, la personne téléportée conservera-t-elle les signes d'une personnalité unique?
D'ailleurs, un problème similaire se pose également aux scientifiques qui tentent de développer un schéma de transfert du cerveau humain dans un superordinateur ou sur un autre support électronique. Il est possible qu'avec la téléportation, on ne puisse déplacer que des objets inanimés et non des êtres vivants. En effet, jusqu'à présent, personne ne sait exactement ce qui fait de chaque individu une personnalité unique. Ce sont les psychologues du futur qui devront répondre à ces questions, car l'aspect éthique de la téléportation est bien plus difficile à résoudre que l'aspect technique. En attendant, les physiciens réfléchissent à augmenter la distance entre les cabines de téléportation, sans même penser au voyage interstellaire ni aux problèmes de préservation de la personnalité, mais nous savons, cela se réalisera forcément. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un like et proposez de nouvelles idées de voyage à des vitesses supraluminiques. Approchons l'avenir ensemble.